Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux ou des sujets qui intéressent les gens de la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler de poésie. Oui, on s'en va du côté de la poésie. Je pense que ça va être très intéressant. Je suis avec Marie-Ange Larouche, poète. Bonjour Marie-Ange. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Oui. Marie-Ange, tu as 18 ans, tu as publié un recueil de poésie. Tu es poète. Wow! Bravo. Merci. La poésie, des fois, on a l'impression que c'est dense, que c'est opaque, que c'est pas pour nous, qu'on ne comprendra pas. Mais on va démontrer aujourd'hui aux gens que c'est accessible et que c'est agréable. Absolument. Comment la poésie est entrée dans ta vie? Ça fait quand même un petit bout déjà. Ça date de la première secondaire. Donc, OK. Ça fait quelques années. Dans un cours de français normal ou secondaire, dans le cadre du première secondaire, on parle de l'écriture, de la poésie, du slam, la chanson québécoise, des OK. choses comme ça. Et j'écrivais déjà secrètement de mon côté, donc j'étais quand même assez heureuse de savoir qu'on allait en apprendre davantage sur le sujet. Mais c'est vraiment mon enseignante de l'époque qui a vraiment su venir allumer cette flamme-là, le besoin d'écrire, le bien que ça peut faire et tout ça. Donc c'est vraiment... ça part de loin quand même. OK. Puis là, tu n'as jamais arrêté. Je veux dire, là, cette enseignante-là t'initie à la poésie. Qu'est-ce qui te marque dans la poésie au départ? C'est quoi qui vient te chercher? La poésie, c'est que c'est une forme libre. Il n'y a pas de règles. Oui, il y en a si tu veux écrire un sonnet, peu importe, il y en a, mais... Mais tu n'es pas obligé. En sorte, c'est très libre. Et ça m'a permis, j'ai appris que je pouvais prendre qui j'étais, le verser sur papier. Il n'y avait pas de restrictions. Il n'y a pas d'attente des autres. C'est vraiment, tu prends ce que tu veux et tu le déposes sur papier et tu en fais quelque chose de beau. Donc, c'est vraiment ce que j'aime du principe d'écrire et c'est vraiment ce que j'essaie d'aller chercher. De prendre quelque chose qui m'envahit ou qui me confuse ou peu importe et vraiment d'aller le transcrire. C'est ça qui est vraiment venu me chercher dans l'écriture de la poésie. Puis là, tu t'imagines, j'imagine que tu noircis plein de cahiers, et puis là, tu grandis, tu continues. Tu n'as jamais arrêté d'écrire depuis ce temps-là? Non. Puis qu'est-ce qui t'amène à publier? C'est quoi le processus derrière tout ça? Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu dois te prendre au sérieux. Sans te prendre au sérieux, dans le sens où, pas que tu es enfermé là-dedans, mais tu dois, tu le nommais tantôt, de l'assumer. Je suis poète, de le nommer, puis de dire, écoute, moi j'ai le goût de faire ça, j'ai peut-être le goût d'en publier. Comment ça se passe tout ça dans toi? Là? Mais j'écrivais un peu clandestinement, donc c'est seulement mon enseignante qui avait accès à ça. Elle et moi, c'est un peu un partage qu'on avait, et elle a vraiment fait en sorte que je m'extériorise et que je partage mon art. Et le recueil, c'est un projet d'école de base. Et j'ai juste eu l'intention et le désir de le pousser plus loin et d'en faire vraiment un recueil complet et de le mettre en vente par moi-même. Mais c'est ça, c'est vraiment le désir de toujours pousser un peu plus loin. Et c'est vraiment grâce à cette personne-là qui m'a appris à foncer, vraiment d'assumer ce rôle-là. Quand tu décides de publier, tu te mets à nu, tu acceptes que les gens aillent lire ce que tu as dans les tripes, donc ce que tu penses, ce que tu vis. Comment tu as vécu ça? Y a-tu de l'anxiété, de l'angoisse? Un peu au début, oui, parce que comme vous l'avez dit, c'est vraiment se mettre à nu, c'est être vulnérable complètement. Tu écris tes pensées, tes états d'âme, tes ressentiments, tout, dans le fond. Et ça se peut que les gens pensent pas comme toi ou n'aient pas la même vision nécessairement. Donc, c'est vraiment assumer ce qu'on est intérieur, ce qu'on est vraiment, et le mettre sur papier. Et au début, oui, c'est un peu anxiogène parce que tu veux que le regard des autres soit bon, mais au final, il faut vraiment comprendre que la personne pour qui tu le fais de base, c'est soi-même, c'est toi. Donc, au début, oui, c'est très anxiogène, mais tu commences à écrire pour toi avec vraiment des mots que tu veux mettre à des places que tu veux mettre sans vraiment penser à ce que les autres vont penser. Ouais. Donc, mais au moment où tu l'envoies dans l'univers, à quelque part, ça t'appartient plus. Ça m'appartient plus, non. Puis les gens, comment ils l'ont reçu? Comment, tu sais, quand tu t'en parles, y a-tu des gens qui, je sais pas, tu as sûrement eu plein de beaux commentaires si tu es rendu là. Qu'est-ce que les gens te disaient?
Bien, ça dépend toujours. Il y en a qui sont un peu plus littéraires, donc qui connaissent un peu plus la poésie, qui connaissent qu'il ne faut pas toujours aller au premier degré, qu'il faut vraiment creuser tout ça, qu'il y a des commentaires, il y a des commentaires très constructifs. Il y en a qui ont pris ça plus à la lettre un peu. Donc, c'est vraiment... Il faut naviguer un peu entre tout le monde, mais en général, c'est vraiment toujours des bons commentaires qui me poussent à vraiment aller plus loin. À te dépasser. Ouais. Là. Puis est-ce que tu as quelqu'un qui te relie ou qui te donne des conseils ou qui te... Tu sais, comme un éditeur, je sais pas, qui va dire « Oh, ça, change cette telle formule » ou ça peut-être pas... Ou qui te pose des questions pour te remettre en question sur ce que tu vas présenter? Ou tu assumes complètement tout comme c'est? Récemment, je forme une petite équipe avec ma mère, celle qui relie principalement mes textes, qui donne son avis, qui aide un peu ici par là. C'est un peu, elle, mon aide première, mais c'est sûr que je garde contact avec l'enseignante que j'ai parlé plus tôt, qui est une aide précieuse également. J'ai également David Goudreau, qui est mon mentor. Donc ça, c'est vraiment un privilège énorme que j'ai. Et il est... Une minute, là, mais là, attends, comment ça se passe, ça? Là? Lui, il a lu il a acheté ton recueil, puis il t'a appelé, ou comment ça se passe, là? Mais tout ça, dans le fond, en 2020-2021, il parrainait le concours Déconfine tes pensées. Ah, OK. Dans le fond, on pouvait envoyer des textes, puis il y en avait une dizaine qui étaient pris pour être lus. Okay. Et cette enseignante, toujours, m'avait fortement conseillé d'envoyer un de mes textes, parce qu'elle savait que je les lisais pas. Donc, elle voulait me forcer un peu plus, et je l'ai fait. Okay. Et c'est là que j'ai fait la connaissance avec David. Il a lu mon texte et après, on a échangé. J'ai fait une de ses premières parties. J'ai participé à l'émission du Monde des mots, okay. qui vraiment... Il démontre à quel point l'écriture, c'est accessible, à quel point tout le monde peut y arriver et à quel point ça peut changer une vie vraiment. Ouais. Donc, j'ai participé à cette série documentaire. Wow. Et on a vraiment une relation professeur-élève, mentor, tout ça, que j'apprécie énormément. Il est toujours là pour regarder un peu des textes, pour donner des conseils. Et il a fait la préface de mon recueil. Je lui ai proposé, il a accepté. C'est vraiment apprécié et ça ressemble un peu à ça, cette relation. Non, mais je suis étonné parce que s'il y a une personne, justement, qui a un peu remis la poésie au goût du jour au Québec, c'est bien lui, là. Oui. Fait que c'est un beau privilège que tu as parce qu'il, justement, là, il y a du métier puis il est bon. Là, je n'ai pas lu encore ce que tu fais, mais je suis certain que tu es bon aussi. Oh, merci. Et puis, c'est quoi ton processus d'écriture? Qu'est-ce qui t'allume? Comment tu choisis tes mots? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu décides? Est-ce que c'est... Je donne des exemples, là, mais il y a quelque chose qui arrive, là, ça te donne une idée, ou tu dis, aujourd'hui, je m'assis de 8h à 9h, j'écris. Tu sais, c'est quoi ta discipline ou ton processus créatif? Pour être vraiment productif, peut-être qu'il faudrait que je m'assoie de 10h à midi, puis que j'écrive et que je fasse que ça. Mais on dirait que pour moi, ça ne fonctionne pas. Okay. M'obliger à écrire, il n'y a rien qui sort ou c'est mauvais, selon moi. Ouais. Donc, il faut vraiment que je vais faire une activité, puis il va me venir une idée, et là, je vais me mettre à écrire sur le sujet. Ou je vais marcher, je vais travailler, des bouts de phrases vont s'aligner. Et c'est comme ça que je vais pouvoir formuler un texte. Okay. Plus un peu disparate, de manière moins assidue, mais c'est comme ça que personnellement, je fonctionne. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs écrivains ils s'assoient de manière vraiment... avec un horaire très... Puis toi, tu as comme un calepin, un cahier que tu noircis avec le temps, tu t'enregistres. Comment tu fonctionnes pour garder tes idées? Tu dis « je marche », mais là, tu commences pas à taper avec une machine à écrire. Non, là, sur le téléphone, s'enregistrer. Sinon, dans les notes, écrire un peu. Et après, toujours garder ces quelques mots en tête. Après, ça mijote et ça devient un texte quelque part. Moi, j'aime vraiment ça, trouver des mots percutants, des mots qu'on n'ose pas utiliser ou des mots violents, je sais pas, des mots qui ont du punch. C'est vraiment ça que j'essaie de mettre le plus souvent dans mes textes parce que c'est eux qui font le plus d'impact et c'est eux qui se prononcent le mieux. Oui, OK. Ça vient te chercher, là. Ça vient nous chercher. Puis dans ce processus-là, ça arrive... c'est à tous les jours? Es-tu tout le temps en train de réfléchir à ça? Ou comment tu le vois en ce moment? Comme un métier à venir? Comme un loisir?
Tu sais, où tu te situes là-dedans, ou tu le sais peut-être juste pas encore, tu es toute jeune? Je le sais pas vraiment. C'est sûr que j'aimerais ça vraiment me, me dévouer à ça. C'est sûr que c'est un rêve, ça reste toujours en permanence dans ma tête. Mais pour l'instant, je suis pas autant assidue de ce que j'aimerais l'être. Mais éventuellement, oui, ça pourrait être dans les options. Oui. Puis t'as-tu... là, tu es encore à l'école. Oui. Puis là, 18 ans, tu rentres au cégep? Deuxième année de cégep. Deuxième année de cégep, OK. Oui. Et puis après, est-ce que tu penses continuer à aller, je sais pas, en littérature ou pas pantoute, là? En littérature, nécessairement, je le sais pas. C'est ce que je fais en ce moment au cégep. OK. Mais ça va être dans le domaine artistique, dans le domaine du français, dans le domaine du jeu. Ça va nager dans ces eaux-là. Tu vas voir, c'est des portes qui vont s'ouvrir aussi avec tout ça, là. Oui. Fait que ton plan n'est pas clair, mais c'est normal à ton âge, donne-toi le temps. J'imagine. Je n'ai pas trouvé ce que j'allais faire dans la vie avant d'avoir 35 ans. Fait que des fois, la société elle nous impose un peu de décider rapidement, là, mais on n'est pas obligé de faire ça. As-tu le goût de nous lire un poème? Je pourrais bien. Je pourrais vous en lire 2 même. 2? J'aime ça. Non, mais on va se mettre, parce que là, on en parle, mais pour les auditeurs aussi, tu sais, de t'écouter. Parfait. Pas de problème. Enfant n'ayant pas le choix, femme n'ayant pas le droit, j'ai su me faire un nom et prendre ma place. Je suis une femme de peu de mots, mais qui a les mots comme métier. Alors je resterai silencieuse et mes textes parleront pour moi. Ah, c'est joli. De petits textes. Petits textes, oui, mais c'est ça la poésie, c'est des idées qu'on lance. Puis est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui t'ont lu puis qui ont interprété ce que tu voulais dire, puis qui sont complètement dans le champ? Non, mais tu sais, dans le sens où, comme une fois que ça nous appartient plus, que ça appartient au monde, les gens peuvent se l'accaparer, se l'interprètent, ou tu n'as pas cette impression-là? Probablement. J'ai des textes quand même assez clairs, donc sûrement que les personnes vont dans la même direction que j'essaie d'aller. Ouais. Mais sûrement, on a chacune notre interprétation, donc c'est probable, oui. Oui. Que tu es capable de... Puis c'est correct, la poésie sert à ça aussi d'une manière que tout le monde s'approprie un peu les textes des autres de manière correcte, là, que ça en les lisant, et d'avoir chacune notre définition et notre vision de la chose, c'est ça la poésie. Ouais. Ça sert à faire penser tout le monde et chacun sa vision. Est-ce que tu en lis aussi beaucoup de la poésie? Oui. Oui? C'est qui tes poètes ou qui te touche ou qui... c'est sûr que je suis très fidèle à mon David. Ah, oui. Je le lis beaucoup. Sinon, j'en lis, mais j'en écoute beaucoup aussi. Ah oui? J'ai autant dans la poésie sous forme de slam, comme un peu Speak White de Michel Lalonde, ou sous la chanson québécoise, un peu comme Pauline Julien. Oui, OK. Où, le monde est couvert de poésie, c'est qu'on s'en rend pas compte. Ça, c'est beau, mais tu as parfaitement raison. Je pense que dans les paysages de la poésie... On s'en rend pas compte, puis on le prend pas, mais il y en a partout. C'est omniprésent. As-tu l'impression des fois que les gens, tu sais, quand on dit le mot poésie ou je suis poète, ou tu sais, ils te regardent en disant que c'est ça? Tu sais, que les gens n'ont pas justement l'intérêt ou la sensibilité. Tu sais, qu'est-ce qui fait... Comment on pourrait appréhender la poésie, tu sais? Tu sais, quel conseil tu auras à donner, par exemple, à je sais pas, mais à quelqu'un qui n'a jamais touché à la poésie? Tu sais, tu mets ton recueil entre les mains, il va lire ça. Des fois, ça peut trouver ça, je sais pas, hey, mais là, c'est juste 4 phrases, tu sais. Mais qu'est-ce que tu auras à leur dire à ces gens-là pour réussir à apprécier aussi le côté de la poésie, là? Souvent, la poésie est vue comme une forme de littérature trop poussée ou trop sérieuse ou à la limite ennuyeuse. Mais comme j'ai dit précédemment, c'est omniprésent la poésie. C'est qu'on s'en rend pas compte. Oui, il y a des formes plus écrites, plus traditionnelles de poésie qui peuvent rejoindre une majorité de personnes ou seulement un groupe de personnes. Mais il y a la musique, tout le monde écoute de la musique. Oui, il y a les tableaux, tout le monde envoie des tableaux. Il y a tout ce qui nous entoure, ça naît. Donc je crois que les gens sont, tout le monde, on n'est peut-être pas conditionné à la remarquer, cette poésie-là, parce qu'on
on se l'est pas fait enseigner comme ça. Oui. Puis la vie va tellement vite. Tu sais, on est tout le temps à prendre deux affaires, les réseaux sociaux, les trucs, le travail. Ouais. Des fois, on prend des fois peut-être pas le temps de se poser, puis d'être à l'écoute aussi, d'avoir cette Ouais. sensibilité-là. Là. Mhm. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. Puis après, là, as-tu un autre recueil? Tu sais, comment tu fonctionnes, comment tu vois ça là, pour les années à venir? As-tu déjà des plans pour d'autres recueils? Pour d'autres recueils, c'est sûr que ça mijote toujours. J'ai Ouais. toujours j'ai des petits textes qui traînent ici et là et que j'essaie d'en faire quelque chose avec. Sinon, j'écris aussi du slam qui ne sont pas nécessairement dans mes recueils. OK. Mais en ce moment, forme précise de recueil, il n'y a rien de prévu, mais ça mijote, c'est là. Ça mijote. Ouais. Puis le slam, donc tu fais aussi de la poésie performative. Ouais. Ouais. Comment t'appréhendes ça? Comment tu vis ça? C'est quand même aussi, tu sais, au-delà, tu sais, quand la personne elle lit ton recueil chez elle, tu n'en as pas conscience, mais quand tu es en train de livrer ta poésie face à un public, là, il y a un impact direct. Comment tu perçois ça? On parlait tout à l'heure que écrire, se livrer, c'est vraiment une mise à nu. Ouais. Mais être sur scène en train de slammer, c'est doublement une mise à nu parce que Clairement. tu es devant le public et c'est là, il faut que tu performes, il faut que tu livres ce que tu as écrit. Mais cette pensée-là ne dure pas. L'atmosphère est trop forte pour ça. Là. Ah ouais. Ouais. Puis comment les gens reçoivent ton slam? Ça dépend toujours, ça dépend des personnes, mais majoritairement, c'est très bien reçu. Il faut que ça soit également bien livré. Là. Le travail vient des deux parties, autant de l'auditeur que la personne qui le fait sur scène. Mais Oui, tu as raison. Un texte peut être extraordinaire, mais si la personne n'est pas capable de le rendre, mais comme c'est toi qui l'écris, c'est peut-être plus facile aussi de mettre les bonnes intonations, les bonnes émotions dans ce que tu veux livrer. ouais, mais c'est beaucoup de travail aussi, c'est de la pratique. Ouais. Mais c'est sûr qu'en écrivant quelque chose, on a en tête où on veut mettre l'intonation ou les coupures ou tel mot et tout ça, mais Est-ce que tu écris à voix haute? Non, mais dans le sens où, tu sais, comme tu veux le performer. quelques-uns, oui. Quelques-uns de mes textes, oui. Quand c'est plus du slam, oui, parce que le slam joue beaucoup sur la sonorité. Le slam, c'est le son. Ouais. C'est la rythmique. Donc, en écrivant en voix haute, tu vois en même temps comment ça va sortir. Mais la poésie, un peu plus sur papier, dans le silence, ouais. Ouais. Puis, as-tu le goût d'écrire autre chose que de la poésie? J'écris aussi un peu de théâtre. OK. J'essaie de me lancer dans ça, d'explorer un peu le monde théâtral. J'aime bien. Mais j'adore écouter du théâtre. J'adore en jouer. J'adore. Donc, pour moi, c'est une suite logique dans cet amour du théâtre. Avec, puis c'est sûr, j'ai des exemples fabuleux comme Michel Tremblay, entre autres, qu'il livre, comme vous dites, il nous offre des œuvres tellement pertinentes que ça donne envie de continuer sur ses traces, dans Ouais. ses traces, ouais. Puis là, c'est pas la même chose. Par exemple, au niveau du dialogue, ça doit Non. être... Mais en même temps, tu peux garder aussi tout ton sens poétique à travers tes dialogues. Oui, entre autres. Mais tout le monde trouve un peu sa manière d'écrire. Donc, Ouais. c'est jamais toujours pareil, mais l'essence reste la même un peu. Oui, absolument. J'imagine que tu vas relire ce recueil-là dans 20 ans, puis tu vas peut-être être rendu à ton 12e recueil, puis tu vas faire « Hey, mon Dieu, que je pars de loin », ou peut-être que tu vas encore adorer ce que tu as fait, mais des fois, les gens, avec le recul, ils ont un regard plus critique. Là. Probablement. Puis là, tu es jeune, moi, je trouve ça fantastique, en fait, parce que tu as toute l'énergie de la naïveté à travers tout ça aussi, d'embarquer là-dedans. Là. Tu sais, quand tu décides de publier, t'es comme... Là, tu le fais à compte d'auteur, tu le fais Ouais. par toi-même. Donc, tu t'en vas chez... Tu sais comment ça se passe? Tu t'en vas chez l'éditeur, tu sais, comment ça s'est passé, tout ton processus de C'est pour beaucoup de publier? travail et beaucoup de gestion. Dans le Ouais. fond, tu commences par écrire ton livre. C'est quoi le fil direct qui va... tu commences par écrire, qui est beaucoup de travail en soi. Composer un recueil ou un livre, ou peu importe. Là, après, c'est gérer le budget. Puis là, il faut aller voir qui va imprimer ça.
Comment ça va coûter? Comment ça va coûter, comment on va vendre le livre, comment on va le faire imprimer, en combien de copies. Après, c'est des préventes. On essaie d'estimer un peu comment ça va. Ah, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gestion. Il faut être prêt, je pense, aussi à dire ben moi, j'ai le goût de le faire. Je lance ça dans l'univers. Ah, c'est de si je perds de l'investissement. l'argent, je perds de l'argent. Oui, il faut être prêt à s'investir complètement. C'est que ça. Si tu le fais à moitié, ça se rendra pas, je crois. Il faut vraiment que tu sois prêt à mettre corps et âme dans un travail. Oui. Puis, y a-tu eu des choix difficiles? Parce que tu peux pas tout mettre. J'imagine que tu as écrit beaucoup plus que ce qu'on va retrouver là-dedans. Quand même, oui. C'est sûr qu'il faut en couper Ouais. pour que ça fasse quand même une longueur décente de recueil, qui est à la normale un peu. C'est aussi beaucoup de... On l'imprime comment, sur quel papier, c'est beaucoup de décisions comme ça aussi. C'est quelque chose que tu savais? Ou, tu sais, quand tu arrives chez le publisher, là, excusez, j'ai oublié le terme en français, mais là, qui te dit, ouais, quel papier tu veux? Puis tu fais, moi, quel papier? Du papier, tu sais, je veux dire, tu connaissais-tu tout ça ou faut que tu apprennes? Faut que tu apprennes tout ça, là. En bon québécois, moi, j'ai vraiment appris sur le tas, là. Ouais. Quelle sorte de papier, quelle sorte de fini, quelle sorte de... Mais je crois que ça a quand même donné un fini quand même très bien, là, donc... Mais c'est des petits détails qu'on pense pas. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, ça serait quoi? Tu sais, parce que toi, mettons, au prochain, tu vas avoir une expérience. Il y a des trucs que tu vas faire différemment, je suis certain. Oui, mais c'est être prêt, jamais sous-estimer la charge de travail qu'un recueil peut amener, là. C'est énorme. Même si on pense ça, c'est des petits textes de 4 phrases, là. C'est très long, faire un petit texte de 4 phrases. Oui, Puis, réfléchis. ne pas sous-estimer la charge de travail et vraiment d'être prêt à s'investir. C'est vraiment les 2 conseils que je pourrais donner. Pas se décourager. Faut pas se décourager. Mais c'est l'idée, tu as mis tes tripes sur la table. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça? Je pense que ça vaut du temps, ça vaut de l'investissement, tu sais, si tu veux... Tes amis ont réagi comment à tout ça? Tu sais, dans ton entourage, là, je sais pas, moi, à 18 ans, j'aurais dit à mes amis, je vais faire un recueil de poésie. Je pense que, je sais pas comment, j'allais faire une blague, mais comment ça s'est passé autour de toi? Tu sais, comme ta mère, tout ça, quand on te dit ça, tu sais, les gens, c'est quoi la réaction? J'ai que reçu des encouragements, mais mon entourage est un peu habitué de mes idées folles. Je suis toujours, moi, c'est tout ou rien, là. Donc, le recueil, c'est un peu comme une suite logique à ce que ça me tente d'entreprendre ou tout ça. Donc, c'est majoritairement de l'encouragement et du support. C'est que ça. Pour vrai, j'ai vraiment été choyée dans mon entourage pour ça. Des gens qui croient en moi, qui me poussent à aller plus loin ou qui attendent seulement que le livre soit prêt pour le lire. Wow, c'est le fun, ça. Tu sais, c'est comme dans les soirées slam, tu sais, il y a les autres slammeurs qui sont là, qui vont livrer aussi, tu sais, leur performance. Ça doit être inspirant, ça, pour toi? Oui, c'est vraiment inspirant. Et en s'écoutant les uns les autres, c'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de toucher. C'est vraiment comme ça qu'on essaie de trouver notre style en écoutant les autres. C'est comme ça qu'on forge notre écriture. Donc, c'est vraiment important d'écouter autrui, de participer à ces soirées-là. C'est sûr, il y en a une qui s'en vient dans quelques semaines, la semaine prochaine, la nuit de la poésie à Saint-Venant. OK. Saint-Venant-de-Paquette? Saint-Venant-de-Paquette. Ah, la ville de Richard-Séguin. La ville de Richard-Séguin. Oui. Dans le fond, c'est un festival qui est soutenu par David Goudreau et Richard Séguin, donc dont je ferai partie. Wow! Donc ça va être vraiment une opportunité en ordre pour écouter les autres et pour livrer. C'est réseauté, là, je veux dire... Juste passer une soirée avec David Goudreau puis Richard Séguin, moi, je paierais pour ça. Hey, c'est très hot. Fait que là, c'est parti, là, ton affaire. T'es partout au Québec, tu te promènes, tu fais des soirées de slam un peu partout? Mais pas tant que ça. Des petites choses par-ci, par-là. Mais c'est sûr que quand les opportunités viennent, on les saisit puis on travaille pour. Oui, c'est ça. Mais quand ça arrive, on est toujours content, c'est sûr, là, mais c'est pas constamment non plus. OK. Puis quand tu fais une soirée de slam poésie, par exemple, est-ce que... J'en ai jamais fait, là, je pose... Ma question est peut-être idiote, là. Mais est-ce que c'est comme une communauté qui se supporte où il y a une certaine compétition ou, tu sais, après les commentaires, comment ça se passe? Moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment que du support. OK. C'est vraiment... Bien, la poésie, c'est un peu comme... les petits groupes de personnes qui en consomment. Ouais. Donc, c'est toujours les mêmes personnes qui s'y retrouvent.
Et on fait comme on forme des relations, en fait, dans tout ça, des relations de confiance et d'encouragement. Donc, c'est majoritairement du support. C'est ce que j'ai vécu, puis c'est parfait comme ça. On voudrait pas installer la compétition en plus dans ça et en faire quelque chose de stressant ou qui gère de l'anxiété encore plus de ce que c'est. Oui, parce que quand tu arrives là, la première fois là, que tu te dis, là, je m'en vais une soirée slam poésie ce soir, et là que tu montes, puis qu'il faut que tu te lances, j'imagine que des petits papillons. Hein? Au début, quand ils disent ton nom pour ton entrée de scène un petit peu, là, tu te demandes pourquoi je fais ça. Ouais. Pourquoi j'ai dit oui à ce projet, mais après, comme j'ai dit, la pensée n'arrête pas et... Non, puis comme tu es une fille de scène, une fois que tu es sur la scène, tu es heureuse aussi. Là. Une fois que le micro est dans nos mains, ça se fait tout seul. Ouais. Puis t'es-tu fille de théâtre, donc ton interprétation doit aussi amener, venir bonifier aussi tes textes là, à ce niveau-là? C'est sûr que dans certains textes, ça peut aider. Ouais. Il y a certains textes que c'est plus des monologues. J'aime beaucoup écrire aussi des monologues, m'inspirer de qu'est-ce que je vois et me mettre dans la peau d'un personnage. Okay. Sinon, il y a des textes un peu plus littéraires que ça nécessite un peu moins de... pas de personnalité, mais de jeu. OK. Alors, il y a vraiment la balance des deux. Oui, c'est ça. Laisser les mots parler, puis en même temps, on leur donne aussi un peu un élan à ces mots-là. Ouais, c'est hot, c'est hot. Bravo, bravo. Merci. On prend une petite pause. Parfait. Puis on revient. Ne manquez pas la suite, ça va être encore très intéressant. À tout de suite. Mais bonjour, mon nom c'est Lorena et moi je participe au collectif pour faciliter, organiser puis faire des activités interculturelles qui favorisent le rapprochement entre la communauté d'accueil et les femmes immigrantes. Je m'implique dans le collectif parce que je trouve tellement important de nommer les enjeux que comme femmes immigrantes on vit. Et parce que c'est important de collaborer dans la communauté d'accueil puis pouvoir créer un dialogue des deux côtés pour enrichir toute la dynamique communautaire. Mon nom c'est Diana Munoz. Moi, je suis impliquée dans le comité local ici. On organise les activités pour les immigrants ici au local, pour partager de nouvelles repas, aussi des soirées pour danser al mode à nous, parce que les Québécois c'est différent à nous. Et ça nous aide beaucoup à nous impliquer, à voir qu'il y a plusieurs de personnes comme nous, que parfois on se sent toute seule, mais on est plusieurs de personnes comme ça. Je m'implique dans le collectif à créer des activités qui vont viser surtout les traditions. Donc, on a créé la posada de Noël, on a créé des choses de Halloween, l'hôtel de mort et tout ça. Donc, on favorise les partenariats avec différents organismes. Et aussi, avec la municipalité, on a une belle communication pour favoriser la présence de la voix des femmes immigrantes. On partage toute l'information à tous les membres du collectif sur des activités de ressources. Je le fais parce que quand je suis arrivée ici, j'étais toute seule. Rien, personne parle espagnol pour moi. C'était difficile pour moi. Je connais Lorena après, je connais le collectif et je m'impliquais parce que je veux avancer dans mon français. Un moment qui était vraiment beau, c'était surtout dans la posada de Noël. Parce que en tant que femme immigrante qui ont vécu dans un nouveau pays, et pouvoir partager cette tradition à nos enfants, puis pouvoir savoir qu'eux ils profitent, mettons, d'une piñata, puis savoir qu'ils ont cette charge culturelle aussi, qu'on peut partager avec eux. Même si on n'est pas dans notre pays d'origine, c'est vraiment important, puis c'était tellement beau voir les enfants. Mettons, cette fois-là, c'était de Mexique, qui jouaient avec la piñata, mais aussi des enfants des autres pays, ou les enfants aussi de la communauté d'accueil partageaient cette tradition-là. C'était vraiment enrichissant. No tengan miedo de implicarse,
no tengan miedo de equivocarse porque de esas cosas se aprenden y un día todos los que están adaptados fueron como nosotros y bueno, dejaron el miedo y hoy en día son ya adaptados a la sociedad. Entonces, no tengan miedo, ese es mi consejo. El savoir qu'avec mes actions, el savoir qu'avec le cheminement, on ouvre des portes, on ouvre des possibilités pour plusieurs personnes. El savoir que si j'ai le courage de parler, puis de partager mon opinion, puis de dire, puis de faire, je vais comme pouvoir faciliter le chemin pour les autres personnes aussi. Je sais que parfois on se sent toute seule ici. Parfois, c'est vrai, parfois on est toute seule ici. Moi, un exemple à ma maman, c'est quand je suis arrivée, j'arrivais toute seule. Après, j'ai ramené ma soeur pour travailler avec moi, son mari, ma nièce. J'ai ramené mon mari. Maintenant, on est ici, une famille contente, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes toutes seules ici. Parfois, c'est le mari qui vient pour ouvrir le chemin pour le reste. Mais on est là pour vous aider. On est là pour vous impliquer aussi. On est là pour, on est là pour vous. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Ce que je fais comme bénévolat dans le comité de diffusion de la salle de spectacle, il y a des soirs que je suis placière, il y a d'autres soirs que je peux vendre des produits dérivés, je peux être au scanner de billets. Ensuite, j'ai la gestion des bénévoles. C'est moi qui prends la disponibilité de mes bénévoles qui sont placiers et qui font les horaires. Moi, je suis la présidente du comité des spectacles depuis 2 ans. Et mon rôle, c'est vraiment là, de travailler avec tout le comité, voir la programmation. On accueille des bénévoles à chaque soir pour les spectacles. Donc, ces bénévoles-là, ils ont des tâches qui sont attribuées à eux autres. On a des gens qui sont bénévoles, qui sont placiers, qui dirigent les gens dans la salle de spectacle pour qu'ils choisissent le bon siège. On a des gens qui sont aux produits dérivés, qui vendent les produits que l'artiste a à vendre. On a des gens qui sont pour scanner les billets. Dans le fond, moi, ça remonte quand même assez loin parce que ma belle-mère, elle faisait partie du comité des spectacles. Elle a fait partie pendant de nombreuses années. Et moi, j'étais comme intriguée. Fait que des fois, elle m'invitait à venir faire les loges. Puis j'aimais vraiment ça. Fait que je voulais vraiment m'impliquer aussi au sein de cette équipe-là parce que je voyais le comité des spectacles. C'est comme vraiment une famille où on peut s'entraider. Puis on s'aime toutes. Fait que, tu sais, quand elle a décidé de quitter, moi, j'ai comme pris sa place. Fait que c'est pour ça que je suis rentrée dans le comité des spectacles. Moi, je trouvais ça important de m'impliquer. Ça fait quand même plusieurs années que je demeure à Dolbeau-Mistassini, puis j'avais du temps pour m'impliquer, puis je voulais faire des nouvelles rencontres, puis ça me fait un beau social aussi en même temps. Je trouve que c'est vraiment du beau bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose qui est important pour moi, puis quand on fait du bénévolat, c'est faut que ça rejoigne un peu tes valeurs, après ça, tes intérêts. Fait que moi, tout ce qui a trait au spectacle, tout ça, le monde artistique, c'est quelque chose qui vient me chercher. Fait que c'est pour ça que je me suis tournée vers le bénévolat. Puis c'est ça, on contribue, mettons, à notre ville en faisant du bénévolat pour quelque chose que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un intérêt puis qu'on tient à cœur. J'ai tout le temps dit du bénévolat, quand tu as du plaisir de le faire, on continue de le faire. Puis quand tu n'as plus de plaisir, c'est là que tu arrêtes de bénévoler, dans le fond. Fait que moi, j'ai encore autant de plaisir à le faire malgré tout, malgré
mon travail, ça demande des réunions le soir, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que tant que tu as du plaisir à faire le bénévolat dans l'entreprise que tu es, je pense que tu peux le faire bien, bien longtemps. Les gens qui font partie du comité des spectacles, je trouve vraiment que c'est une belle gang dynamique. J'ai vraiment fait des belles rencontres, puis c'est ça qui me motive, là. Les gens qui sont positifs autour de moi, puis les placiers, quand ils arrivent, sont contents de nous voir, on est contents de les voir, puis c'est des gens de cœur. On est de retour et on parle aujourd'hui de poésie. C'est vraiment intéressant. On est avec Marie-Ange Larouche, 18 ans à peine, déjà un recueil. Hein? Vous faisiez quoi, vous, à 18 ans? Vous faisiez peut-être pas de la poésie, donc on est impressionnés. Merci d'être là. C'est intéressant. Merci encore. Marie-Ange, on m'a soufflé à l'oreille que dans tes inspirations, il y avait beaucoup de... Tu étais beaucoup touché par peut-être les injustices, ce qui va mal dans le monde. C'est quoi qui te touche? Qu'est-ce qui vient te chercher? Moi, j'aime un peu prendre la parole pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de la prendre. Ah, c'est beau, ça. D'un peu dénoncer, de mettre en lumière ce qui se passe en ce moment, juste refléter la réalité un peu. Et un peu, j'aime parler de ce qui est tabou également. Parce qu'on n'en entend pas parler, puis on a besoin d'en entendre parler parce que c'est ce qui se passe en ce moment, puis ça a besoin d'être dit, ça a besoin d'être changé, ça a besoin d'être pris en conscience. Ouais. Point. Donc, j'aime explorer ces sujets-là. J'aime beaucoup écrire sur les conditions de la femme. Parce que ça me touche énormément, parce que j'en suis une, premièrement. Et deuxièmement, on nous... pas dénigre, mais on est un peu vu de haut, peut-être par certaines personnes. Donc, souvent, on sent un peu la pression de ne pas aller parler, par peur des représailles ou je le sais pas. Donc, ouais, puis l'histoire nous donne raison. La femme a tellement été abusée à quelque part. Là. C'est ça, donc vraiment prendre parole pour montrer qu'est-ce qui se passe. Sinon, c'est sûr, tout ce qui est raciste... mal fait aux enfants, discrimination, tout ce qui est fait en mal aux Premières Nations, tout ce qui est fait en mal aux femmes, tout ce qui englobe qu'est-ce qu'on dit pas ou qu'est-ce qui est caché, les guerres, les génocides, tout ça. C'est des sujets que j'aime explorer pour aller défendre. Je veux pas me les approprier parce que ça, c'est pas... Je le vois pas comme un besoin ni comme quelque chose qui est 100% correct, s'approprier quelque chose qu'on vit pas, peut-être. Ouais. Mais j'aime ça dénoncer pour ceux qui n'ont pas la chance de... J'aime être pas porte-parole, mais j'aime prendre parole pour ça. Oui, c'est ça. Puis contrairement à... Tu sais, tu n'as pas nécessairement maîtrisé l'ensemble de l'histoire de la guerre israélo-palestinienne pour être capable de rendre des textes très émotifs sur la situation des gens qui souffrent. Ouais. C'est ça, ce que j'ai bien compris. Oui. Ouais. C'est... Puis là, en ce moment, c'est quoi qui te choque? C'est quoi qui te choque? C'est sûr que moi, je reste beaucoup sur la condition de la femme. En plus, on regarde et on est témoin de ce qui se passe un peu à travers le monde, chez nos voisins et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça me touche terriblement. Donc, j'aime ça, mettre en lumière tout ça. Mais c'est ce qui m'inspire vraiment. Je me vois pas écrire des textes joyeux sur le soleil qui brille dehors. Admettons, par exemple. Je vais vraiment trouver mon inspiration et vraiment les mots persécutants que je veux mettre dans ces thèmes-là. Oui, donc tu te définis comme quelqu'un d'engagé. Oui. Puis comment ta poésie peut être un vecteur de changement social? Je sais pas si ma question est trop dense. Mais comme je le vois, si ça peut faire changer la mentalité d'une personne, j'ai gagné. Ma job est faite. C'est gagné, là. Si on peut changer de mentalité, si on peut faire ouvrir les yeux à quelqu'un, si on peut faire une prise de conscience, peu importe, c'est gagné. Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand, mettons, on va faire un argumentaire sociopolitique, on va beaucoup faire appel au pragmatisme, à l'intelligence, mais par la poésie, tu fais plus appel à l'émotion, au ressenti, à l'empathie, à quelque part. On fait appel à l'essence d'être un humain. Je crois, c'est beau. D'aller chercher vraiment qu'est-ce qu'être une personne, puis c'est ce qui rejoint le plus
je crois, là. Aller trouver l'essence de c'est quoi qui nous définit, c'est quoi qui nous rassemble, et de faire un texte sur ça. Qu'est-ce qui nous définit et qui nous rassemble? Selon toi, là, c'est pas la vérité, c'est ta perception des choses. Là. C'est notre sensibilité, je crois. Ouais. Il y en a qui sont pas moins, mais que c'est plus caché, ou que c'est moins assumé, ou on a toute cette sensibilité-là qui est prête à faire changer les choses, c'est ça qui nous rejoint. Ouais. Tu penses-tu qu'on n'est peut-être pas assez sensible au beau, puis que quand on s'ouvre à ça, ben on est capable de changer, tu sais? Oui. La poésie, il y a quelque chose du beau là-dedans, même si on parle du pas beau. Là. Ah oui. Parce qu'à quelque part, quand tu dénonces à travers un poème, ça peut être noir, mais ce que tu espères au bout du compte, c'est qu'il y ait de la lumière. C'est ça. Ouais. C'est sur le coup, oui, c'est un texte violent ou c'est un texte qui est engagé, mais à la fin de tout ça, c'est ce que j'espère, c'est de faire c'est de mettre justice. Je veux pas dire que je veux me mettre tout en ordre et tout, là, mais c'est d'essayer de faire en sorte que ça puisse aider. Ben oui. Un peu, ton mentor, d'ailleurs, quand son texte sur la masculinité toxique Ouais. qui a été diffusé et rediffusé, tu sais, c'est tellement beau. Je veux dire, même des gens que je connaissais qui sont là-dedans, ils trouvaient ça beau. Tu sais, des fois, ça vient nous chercher par le beau, par l'émotion, par l'empathie. Là. Mais juste ça, on voit que son texte a été réussi parce qu'on en parle encore. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, wow. Le texte qui t'a fait connaître, c'est un texte qui se lit dans les deux sens, c'est ça? Ouais. Est-ce que ça a un nom, ça, un texte qui se lit dans les deux sens? Je sais pas. Je le sais pas. Je sais pas non plus. Je sais pas. On est égal. Parfait. Est-ce que tu as le goût de nous le lire? Je sais qu'il est un peu long, mais je pense que ça va vous faire prendre conscience un peu de ton talent, oui, mais aussi de la force de tes mots. Parfait. Je peux. Oui, c'est un des premiers textes que j'ai écrit. Oui, parfait. Je vais vous lire ça. Je vais le trouver. Nous ne serons pas admirés ni reconnus. Nulle part il ne sera écrit que nous sommes des humains comme les autres, ou bien que notre génération vaut autant que les précédentes. Aujourd'hui, nous savons que nous n'aboutirons à rien, même que nous sommes une cause perdue. Nous ne voulons pas penser que nous sommes la relève de demain, c'est une perte de temps. Nous sommes conscients que devenir des gens égoïstes et solitaires, c'est la meilleure manière de grandir. Devenir des personnes altruistes remplis de bonté, c'est absurde et complètement insensé. Vouloir garder l'inégalité, la discrimination, c'est dans nos valeurs. Développer une grande ouverture d'esprit tout en essayant de lutter contre les injustices et promouvoir la bonne entente, cela nous mènera à rien. Être des jeunes sans talent ni ambition, vouloir être des jeunes irresponsables et dépendants de tout, c'est important, même primordial. Passer par-dessus les journées d'hier, de la même manière que tourner la page et continuer d'avancer, cela sera ardu mais à long terme très bénéfique. Transformer notre société pour qu'elle nous ressemble, c'est quelque chose que nous ne faisons pas, surtout que ça ne nous intéresse pas. Abandonner sans essayer, toujours baisser les bras, cela nous évite beaucoup de problèmes. Valoriser le vivre ensemble, c'est inutile. Se taire et laisser les critiques nous atteindre, c'est le mieux que nous pouvons faire. Constamment donner notre 100%, cela ne vaut rien. Cependant, nous avons toujours su que personne n'était optimiste envers nous. Nous avons toujours eu en tête que cela changerait peut-être si seulement la vie était faite différemment. Si seulement la vie était faite différemment, cela changerait peut-être. Nous avons toujours eu en tête que personne n'était optimiste envers nous. Cependant, nous avons toujours su que cela ne vaut rien. Constamment donner notre 100%, c'est le mieux que nous pouvons faire. Se taire et laisser les critiques nous atteindre, c'est inutile. Valoriser le vivre ensemble, cela nous évite beaucoup de problèmes. Abandonner sans essayer, toujours baisser les bras, cela ne nous intéresse pas. Surtout que c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Transformer notre société pour qu'elle nous ressemble, cela sera ardu mais à long terme très bénéfique. Tourner la page et continuer d'avancer de la même manière que passer par-dessus les journées d'hier, c'est important, même primordial. Être des jeunes irresponsables et dépendants de tout, ou vouloir être des jeunes sans talent ni ambition, cela ne nous mènera à rien. Lutter contre les injustices et promouvoir la bonne entente, tout en essayant de développer une grande ouverture d'esprit, c'est dans nos valeurs. Vouloir garder les inégalités et la discrimination, c'est absurde et complètement insensé. Devenir des personnes altruistes remplies de bonté, c'est la meilleure manière de grandir. Devenir des gens égoïstes et solitaires, nous sommes conscients que c'est une perte de temps. Nous sommes la relève de demain. Nous ne voulons pas penser que nous sommes une cause perdue, même que nous n'aboutirons à rien.
Aujourd'hui, nous savons que notre génération vaut autant que les précédentes ou bien que nous sommes des humains comme les autres. Nulle part il ne sera écrit que nous ne serons pas admirés ni reconnus. Oh. Hey, c'est tout qu'un travail, ça. Quand tu as commencé ça, est-ce que tu savais où tu allais? Non. Non? C'est un mois de travail, juste ce texte-là. Oui, ben non, je suis certain. Parce que là, OK, tu commences à écrire ça, puis là, à un moment donné, tu le lis à l'envers, puis tu t'aperçois que ça fonctionne, ou que ça pourrait peut-être fonctionner. C'est quoi le processus derrière tout ça? C'est quand même fascinant. Parce que là, il y a plein de sens, là. Là, j'ai le goût de le relire tout de suite, tu sais, parce que là, wow, tu sais, wow. Oui, bien dans le fond, ce qui a été long à écrire, c'est tu peux pas le faire d'un sens en espérant que dans l'autre, ça se lise. Il faut déjà que tu le réfléchisses. Il faut que tu le réfléchisses et que tu fasses en sorte que tes phrases, déjà là, se lisent dans les deux sens. C'est très long et très compliqué, là. C'est un travail quand même colossal. Absolument. Mais ce que j'adore de ce texte-là, c'est la réaction qu'il suscite, là. Quand j'ai performé pour la première partie de David Goudreau et la réaction dans la salle, au début, les gens pas trop sûrs de où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux dire de qu'est-ce qu'elle fait là. Puis la seconde qu'on revire le texte, ils sont comme ils comprennent le sens, ils comprennent où est-ce que je m'en vais maintenant. Ça vaut tout l'or du monde, cette réaction-là. Absolument, parce que là, on écoute, on fait ouais, OK. Puis là, quand ça part de l'autre sens, on dirait qu'on a enlevé une toile par-dessus, puis là, tout il devient lumineux. Puis là, les sens deviennent absolument plus clairs parce qu'on a eu la version inverse avant. Qui est très négative et qui est pas représentative du tout, là. Non, c'est ça. Wow, hey. C'est vraiment une forme extrêmement difficile, quand même. Bravo. Merci. Ouais. As-tu le goût de tenter d'en refaire des textes de cette manière-là? Je sais pas. J'en ai fait un, je l'aime bien. OK. Pour l'instant, c'est le seul. Tu veux pas que ça devienne ta marque de commerce? Non. Mais je veux pas avoir de marque de commerce. Okay. Je veux être un peu capable de faire de tout, d'être versatile, dans le fond. Mais non. Pour l'instant, c'est pas dans les plans, mais on dit jamais. Tu viens de le dire. Mais pas pour ça. Pas pour ça. Oui, je comprends. Ouais. Hey, c'est... t'as l'air de savoir où tu vas aussi, tu sais. Est-ce que t'es quelqu'un d'ambitieux ou de juste... ambitieuse, je m'excuse, ou de... Puis pas dans le mauvais terme du sens, là. C'est correct d'avoir de l'ambition, je pense, dans la vie. On a le droit de vouloir... Ou tu te laisses plus porter, puis finalement, c'est là que ça t'amène, tu sais. Est-ce que tu sais où tu vas ou tu le sais pas, à quelque part? Je pense que d'une manière, je suis très ambitieuse. Je sais un peu qu'est-ce que je veux faire et où m'en aller. Et c'est dans cette direction-là que je marche. OK. Je suis quand même très ambitieuse. J'ai des buts, j'ai des rêves, un peu des plans, mais le reste, c'est un mélange des deux. C'est une balance. Ouais. Le reste, c'est... Tu sais où tu veux aller, mais tu sais pas quel chemin tu vas prendre? C'est ça. C'est un peu ça? Oui. Puis c'est où tu veux aller? Ben, tu as le droit de pas me le dire. Moi, je pose des questions, tu as le droit de pas répondre. C'est pas... Où est-ce que je vais aller? Je dis que je le sais, mais je le sais pas en même temps. Comme j'ai dit, ça va être dans l'art. Ça va tourner. Ce que je sais, c'est que ça va être dans le bassin de l'art. Ça va être dans le slam, la poésie, dans le jeu, dans le théâtre. Ça peut être dans tout ça. Là. Ça peut être dans tout ça. Tu pourrais écrire des pièces. Moi, j'ai un ami qui écrit puis qui joue ces pièces. Ça pourrait être tout ça. Tout est possible. Là. Wow. Et puis là, comment tu fais pour... Parce que là, tu vas à l'école. Oui. Tu travailles-tu? Oui. Là, tu as une vie aussi de jeune adulte, là, j'imagine. Là, des amis, des sorties, des fêtes. Et là, il faut... Tu sais, au niveau de ta discipline d'écriture, est-ce que c'est complexe ou ça va de soi? Tu sais, à un moment donné, tu as rien que le goût de faire ça, puis là, c'est ça, puis il n'y a rien d'autre. Ou il faut que tu y réfléchisses? Ma première session au cégep, ça serait un mensonge de dire que j'étais très disciplinée. Ouais. Ça n'était pas le cas. J'ai pas écrit cette session-là. OK. J'avais pas le temps, mais en même temps, il fallait que je m'adapte. Je vais au cégep à Montréal, donc s'adapter à une nouvelle ville, vivre seule. Partir en appartement. L'école, tout ça. Ouais. Mais je recommence à être de plus en plus assidue et disciplinée. OK.
que tantôt je parlais de mon équipe, j'ai ma mère qui est là pour veiller un peu sur ce côté-là. Oui, on a besoin de nos mères. Qu'il faut, oui. pour être sûr que je travaille encore dans cette direction-là. Mais je reprends le dessus. J'étais une période où c'était un peu moins, mais en même temps, c'est normal. Ça m'aurait trop envahi, je crois, d'avoir la tête un peu partout. Oui, puis aussi, tu sais, dans le sens, il faut pas que je pense, moi, en tout cas, qu'il faut pas que tu sentes trop de pression. Il faut que ça sorte, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit toi. Si tu sens trop de pression, puis là, ça vient à te jouer dans la tête, à un moment donné, c'est tout qui périclite. Là. C'est ça, puis si tu te sens obligé d'écrire, ça va pas avoir le même reflet que si c'est spontané ou si c'est voulu. Ouais. Ça va paraître, et je crois que c'est pas honnête de faire ça. Donc, si l'inspiration n'est pas là, que le désir non plus, ben ça va être une période plus tranquille. Puis tu es capable de vivre avec ça. Oui. Tu n'as pas de... De toute façon, pour l'inspiration, comme tu es une poète engagée, tu as juste à écouter les nouvelles. Tu as juste à écouter la nouvelle, la radio. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis l'univers de la ville, est-ce que ça t'a inspiré d'autres choses? Parce que ici, on a la nature partout. Des fois, la poésie, on va l'associer à la nature. Il y a d'ailleurs de la poésie qui se spécialise un peu là-dedans, un peu comme la peinture de paysage, etc. Mais quand on tombe en ville, le beat est différent, l'énergie, les rapports humains, le multiculturalisme. Il y a beaucoup de choses aussi qui viennent te nourrir. Est-ce que ça vient de te nourrir différemment? Ou tu es toujours la petite fille sur le bord du lac Saint-Jean qui... Je sais pas. Comment tu perçois ça? Là? Ici, on a quelques endroits pour pouvoir slammer. Okay. Saint-Prime, le vieux couvent de Saint-Prime, c'est la place dans la région pour aller en écouter. Ils font des soirées de temps en temps, puis à chaque année, ils font Slam Allume. C'est un concours secondaire cégep. OK. Et donc, Saint-Prime, c'est la place pour la poésie. C'est sûr que Montréal me nourrit différemment parce que c'est 10 fois plus. Tu pourrais en faire à tous les soirs, à quelque part. Là. C'est ça. Et pas juste niveau poésie. Il y a tout ce qui est art de A à Z, art avec un grand A, il y a tout là-bas. Les artistes internationaux, les petits spectacles, les autogérés. Wow, puis il y a tellement de monde, puis il y a tellement de monde différent que à Montréal, moi, ma vision, comment je le vois, c'est que tu as la chance d'être qui tu veux. Tu as la chance d'arriver puis d'être toi, sans te mettre un masque ou sans avoir des codes de conduite, peu importe. Tu peux être toi puis te montrer comme tu le veux. Puis personne ne va être là pour juger. Puis c'est vraiment ce que j'apprécie, puis ce qui a fait l'intégration facile de changer comme ça. Donc, ça veut dire que tu avais l'impression un peu ici que tu n'avais pas cette liberté-là d'être qui tu es? Oui, puis non. Ici, tout le monde se connaît. On est une petite ville. On sait... quand on connaît quelqu'un, on l'associe souvent sous on lui donne un chapeau, puis ça reste ça pour le reste. Quasiment de ta vie. C'est ça. Fait avoir le chapeau de Marie-Ange, celle qui écrit, ça devenait un peu suffocant parce que je devenais que ça. Ah oui, je comprends. Puis avoir la pression de plaire, de toujours écrire, puis avoir à toujours fournir en texte ou en... Ça devenait suffocant. Ouais. Et en déménageant à Montréal, personne ne te connaît. Ouais. C'est comme un nouveau départ. Tu peux porter le chapeau que tu veux. Tu peux faire... Je pouvais respirer sur ce côté-là. Je comprends. Puis en même temps, ici, comme tout le monde te connaît, quand tu sors ça, tout le monde a le goût de le lire. Ouais. Tandis qu'à Montréal, ça doit être plus ardu pas de te vendre, j'aime pas le terme vendre, mais de montrer aux gens ce que tu fais puis ce que tu sais faire. Mais oui, et c'est parfait comme ça parce que ça me donne encore plus envie de travailler et de faire mon chemin. T'as pas l'impression que c'est parce que toute ta famille a acheté ton recueil? C'est ça. C'est ça. Que toutes mes ventes, c'est mes voisins, mettons. Mais non, c'est que t'es personne. Ben personne. Oui, on te connaît pas, donc c'est ça qui me donne vraiment encore plus envie de travailler fort et d'y arriver. Puis la communauté des slammeurs, des poètes est plus large, j'imagine. Oui, aussi. Donc au niveau de l'inspiration puis de la communauté, comme tu disais tantôt, où vous nourrissez, c'est plus rassembleur. Oui. Puis ça te donne des belles opportunités aussi. Aussi, oui. Ouais. Génial, ça. Là, ton recueil, on peut se le procurer quelque part? Faut t'appeler? T'as-tu une page Facebook?
Marie-Ange, voici mon recueil.com. Comment Non. on fait si on veut te lire? Présentement, mon recueil n'est plus en vente. Il est épuisé? Oui, je l'ai fait imprimer 3 fois. OK, quand Et même. je me limite à ça. C'est Pour correct. celui-là. Ouais. Son chemin a été fait, son bout de chemin. Il m'a accompagnée pour un petit bout et là, je me lance dans d'autres projets. Donc, quand ça va être d'autres projets qui vont sortir, je vais sûrement en parler et tout ça. Mais pour l'instant, non, ce recueil-là n'est plus en vente. Mais Un jour, là, tout le monde va le chercher. C'est ton premier recueil. Tu vas être célèbre partout à travers le monde. Le monde va se l'arracher. Ça va avoir des... Non, parce qu'il n'y en aura plus. C'est quoi, là? Concrètement, le prochain projet, c'est quoi? c'est la Nuit de la poésie dans 2 semaines. Oui, ça doit être excitant. Oui, j'ai une partie d'animation OK. et je vais livrer 2 textes. Donc OK. ça, c'est l'animation, c'est une première. OK. Et ça va être, c'est stimulant, c'est excitant, j'ai Est-ce que hâte. tu animes tout seul ou tu es en... Avec un écrivain. On OK. est 2. Wow. Et juste être entouré de tous ces grands noms. Joséphine Bacon, Hélène Dorion, Mon Dieu. Arrête, Richard j'ai mal. Séguin, Ben Luce oui. Dufault, David Goudreau, Geneviève Rioux. Tout ça, c'est excitant Ben oui. de savoir que ce qu'on fait a de l'impact et que ça sert à quelque chose et que c'est reçu. Ouais. Que c'est- Pour toi, c'est excitant d'être avec ces gens-là, puis pour eux, tu es probablement rafraîchissante parce que tu arrives avec un nouveau souffle de la jeunesse. Je le qui souhaite. vient, qui vient aussi un peu brasser les cartes puis nous amener une nouvelle ère. Là. Ouais, pour l'instant, c'est le projet OK? qui est sur, à l'agenda, tout ça. Pour le reste, c'est encore, ça reste, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. On retourne à l'école, puis on va voir. On qu'est-ce qui travaille se passe. tranquillement, ouais. Super. Merci beaucoup, Marie-Ange, pour Merci cette, à vous. ce beau moment passé avec toi. Je découvre. Mais moi, j'aime beaucoup la poésie, fait que je vais essayer de... Ah non, il n'existe plus. Je te le passerai. Non, c'est correct. Je vais réécouter l'émission, je vais pouvoir les entendre. Parfait. Merci beaucoup, pour vrai. C'est vraiment un plaisir, un privilège d'avoir pu te rencontrer. Bon succès. Parce Merci. que moi, je ne crois pas à la chance, mais au succès, je pense que tu travailles fort pour ce qui t'arrive, que tu le mérites. Félicitations. Bravo. Merci. Merci aussi à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, qu'on soit allé ailleurs aujourd'hui dans la poésie. On n'en parle pas assez souvent. On devrait en parler plus d'ailleurs. Là-dessus, merci d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine!